Dans cette vidéo, nous décrivons un exemple de transformation de la matière d'un point de vue énergétique, et cette transformation est le changement d'état d'un corps pur. Un état de la matière est une forme que prend la matière pour des conditions de pression et de température données. Sur Terre, les trois états les plus courants, les plus répandus sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux pour les corps purs. Je rappelle au préalable les noms des différents changements d'état. Le passage de l'état solide à liquide s'appelle la fusion. C'est ce qui arrive par exemple à un glaçon qui fond dans une boisson. La transformation inverse est la solidification, par exemple de l'eau liquide qui devient de la glace en dessous de 0 degrés Celsius. Le passage de l'état liquide à l'état gaz est la vaporisation. C'est ce qui arrive par exemple à de l'eau liquide dans une casserole d'eau qu'on chauffe jusqu'à 100 degrés Celsius. Donc au-delà, ça devient de la vapeur d'eau. La transformation inverse est la liquéfaction. On l'observe par exemple dans le réfrigérant d'un montage de distillation ou de chauffage à reflux en synthèse organique par exemple. Le passage de l'état solide à gazeux est la sublimation et l'inverse est la condensation. Ces deux changements d'état sont plus rarement observés dans la vie courante. Pour réaliser ces transformations, il faut modifier des paramètres comme la température ou la pression extérieure. Décrivons maintenant l'énergie interne d'un matériau. L'état d'un matériau est associé à une quantité qu'on appelle énergie interne et en général on la note U. On peut noter E si on veut, mais on choisit U pour spécifiquement l'énergie interne. Ce nombre dépend de divers paramètres qui caractérisent le système, donc notamment la composition chimique, l'état physique, donc solide, liquide ou gazeux, la température, la quantité de matière ou la masse du système. Donc on peut calculer du coup l'énergie interne à partir de la plupart de ces paramètres. D'un point de vue microscopique, cette énergie est de manière équivalente associée à l'agitation des particules et à la façon dont elles interagissent. Le calcul global de l'énergie interne U est un petit peu compliqué et n'est pas au programme. Sa valeur exacte n'est en fait pas importante ici. Par la suite, en fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la façon dont la quantité U varie au cours d'un changement d'état, et plus précisément, on va se demander de quelle quantité de joules l'énergie interne U augmente ou diminue au cours d'une transformation. Alors, au préalable, nous devons tout d'abord distinguer et définir deux types de transformations, les transformations endothermiques et les transformations exothermiques. Une transformation est dite endothermique lorsqu'il faut apporter de l'énergie thermique au système pour qu'il se transforme. Son énergie interne U finale va être plus élevée que l'énergie interne U initiale. Au contraire, une transformation est dite exothermique lorsque le système cède de l'énergie thermique au profit du milieu extérieur au cours de la transformation. Il perd de l'énergie. Son énergie interne finale, U finale, va être plus faible que l'énergie interne U initiale. Alors la conservation de l'énergie, toujours elle, au cours de la transformation implique que l'énergie finale est toujours égale à l'énergie initiale additionnée de l'énergie thermique Q qui a été transférée au cours de la transformation. Ou dit autrement, la variation d'énergie du système qu'on note delta U, qui est égale à U finale moins U initiale, est égale à l'énergie thermique Q qui entre ou qui sort du système. Q est un nombre qui peut être positif ou négatif. C'est une énergie en joules. Le signe, plus ou moins, indique le sens de la variation d'énergie et le sens du transfert thermique qui se produit. Q est positive pour une réaction endothermique, donc c'est de l'énergie qui est gagnée, qui rentre dans le système, mais négative pour une réaction exothermique, puisque ça représente de l'énergie perdue qui sort du système. On peut donc classer les 6 changements d'état de la matière en transformation endothermique ou exothermique. Considérons d'abord la fusion, la vaporisation et la sublimation. Ces transformations, on le voit, augmentent l'agitation thermique et le désordre du système. L'énergie interne va donc également augmenter au cours de ces transformations. On conclut qu'il faut apporter de l'énergie thermique au système pour que cela se réalise. Il s'agit donc de transformations endothermiques et l'énergie Q transférée entre l'instant initial et l'instant final est une quantité positive. Au contraire, la liquéfaction, la solidification et la condensation diminuent le désordre et l'agitation thermique. Au cours de ces transformations, le système va céder de l'énergie thermique à l'environnement et voit son énergie interne diminuer. Ces transformations sont donc exothermiques. La quantité Q d'énergie échangée est négative.
On sait qu'une transformation est endothermique lorsqu'elle refroidit l'environnement. Par exemple, lorsque les glaçons fondent, c'est que de l'énergie thermique leur a été apportée. Cette énergie provient de la boisson qui perd donc de l'énergie et voit sa température baisser. Une transformation exothermique, au contraire, réchauffe l'environnement. Par exemple, l'acétone qui s'est vaporisé dans un montage de distillation va se liquéfier au contact du réfrigérant. Il perd de l'énergie thermique qui est cédée à l'eau du réfrigérant et la température de l'eau du réfrigérant va augmenter. On se demande maintenant comment déterminer la valeur de l'énergie thermique Q transférée au système au cours d'un changement d'état. Prenons l'exemple de la fusion de la glace d'eau. Pour faire fondre 1 kg de glace à 0 degré Celsius, il faut de l'énergie. On constate qu'il faut toujours apporter 333 600 joules pour faire fondre exactement 1 kg de glace. L'énergie interne de l'eau liquide va être supérieure à l'énergie interne de la glace d'exactement cette quantité. Cette quantité d'énergie, 333 600 joules, est numériquement égale à ce qu'on appelle l'énergie massique de fusion de la glace et qu'on note L fusion. L fusion est une grandeur qu'on va exprimer par exemple en joules par kilogramme. Elle représente la quantité d'énergie qu'il faut apporter à exactement 1 kg de glace pour la faire fondre totalement. De manière générale, on peut associer une énergie massique de changement d'état à chaque changement d'état. C'est une quantité qui est numériquement égale à l'énergie thermique échangée lorsque 1 kg de matériau change d'état. Dans le cas où on ne dispose pas de 1 kg de matériau mais d'une masse quelconque m et qu'on souhaite changer son état, l'énergie échangée va se calculer à partir de la masse m et de la valeur de L. Plus exactement, Q, la quantité d'énergie échangée, donc soit cédée soit gagnée par le système, est proportionnelle à la masse m. On aura la formule suivante, Q égale m fois L. Si l'énergie thermique Q est en joules et que la masse est en kilogrammes, alors l'énergie massique de changement d'état L s'exprimera en joules par kilogramme. Mais on peut avoir d'autres variations sur ces unités. Si l'énergie s'exprime en kilojoules et la masse en grammes, elle sera en kilojoules par gramme. L'énergie massique de changement d'état, elle, peut être de signe positif ou négatif en fonction du caractère endothermique ou exothermique du changement d'état considéré. Pour des changements d'état endothermiques, elle est positive. Pour des changements d'état exothermiques, elle est négative. Pour une fusion et une solidification, les états initial et final étant exactement inversés, on observe que L fusion est strictement opposé à L solidification. La même chose est constatée entre L vaporisation et L liquéfaction, d'une part, et L sublimation et L condensation, d'autre part. On peut éventuellement noter en indice de L la nature du changement d'état considéré. Par exemple, L vap pour L vaporisation. Les valeurs de L sont des données qu'on détermine expérimentalement une fois pour toutes pour chaque matériau. Elles sont caractéristiques d'un matériau donné. Elles peuvent être trouvées dans des bases de données. Ensuite, en fonction de la masse de matériaux dont on dispose, il est possible de calculer la quantité d'énergie thermique transférée au cours du changement d'état en multipliant tout simplement la masse M par la quantité L. Q égale M fois L. On va étudier un petit exemple d'application de la formule qui permet de calculer l'énergie thermique mise en jeu au cours d'un changement d'état. On se pose ici la question suivante, faut-il plus d'énergie pour faire fondre 1 litre de glace ou 1 litre de fer? Donc les deux systèmes, les deux matériaux ont le même volume, mais pas nécessairement la même masse. Il va falloir utiliser la formule Q égale M fois L, en prenant soin de bien identifier dans l'énoncé les valeurs des données, et de les convertir dans les bonnes unités. Donc je rappelle que la valeur de Q ici s'exprime en joules et la masse s'exprime en kilogrammes lorsque l'énergie massique de fusion s'exprime en joules par kilogramme. L'énoncé ne donne pas directement la masse mais le volume et la masse volumique. Il va falloir donc calculer la masse. On sait que 1 litre correspond à 1 millième de mètre cube.
Donc du coup, la masse de 1 litre va être 1000 fois plus petite que la masse d'un mètre cube. Donc pour l'eau, la masse va être de 0,917 kg pour 1 litre. On applique la formule qui est ici. Il faut au préalable déterminer la valeur de L fusion pour l'eau. Donc ici dans la table de données, on vous donne 3,336 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. Donc on applique la formule Q égale la masse, donc 0,917 kg, multiplié par l'énergie à apporter pour faire fondre 1 kg, soit 3,336 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. Ce qui nous donne 3,06 fois 10 puissance 5 joules. On peut le convertir dans une unité un petit peu plus pratique, soit 306 kJ. En ce qui concerne le fer, la masse d'un litre de fer va être 1000 fois plus faible que la masse d'un mètre cube de fer, soit 7,874 kg. Donc là, c'est pour 1 litre. On calcule l'énergie nécessaire pour faire fondre cette quantité de fer, c'est-à-dire la masse, 7,874 kg, multiplié par l'énergie nécessaire pour faire fondre 1 kg de fer. Pour ça, on regarde dans la table de données. Elle nous donne 2,67 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. C'est un petit peu plus faible que pour faire fondre 1 kg d'eau. On multiplie donc la masse par 2,67 fois 10 puissance 5, ce qui nous donne 2,10 fois 10 puissance 6 joules, qu'on peut aussi exprimer en mégajoules. D'accord, 10 puissance 6, ça fait 1 mégajoule, donc 2,10 mégajoules. Ok, donc si on compare du coup les deux résultats obtenus, on voit que pour faire fondre 1 litre de fer, il faut beaucoup plus d'énergie que pour faire fondre 1 litre d'eau. Alors, dernière petite remarque, notez que les changements d'état se font toujours à température fixée. Cette température s'appelle la température de changement d'état. C'est-à-dire que tout au long de la transformation, tout au long du changement d'état, même si l'énergie interne du corps varie, donc augmente ou diminue, la température va rester constante. La valeur des températures de changement d'état vous est en général toujours fournie dans les données.